22 avril 2021, vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. La Cour constitutionnelle rend public les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Patrice Talon va succéder à lui-même avec à ses côtés Mariam Talata en qualité de vice-présidente. Vous suivrez dans un court instant un extrait de la décision de la Cour constitutionnelle. Atelier de dissémination de l'accès au financement pour des opportunités d'emploi productif au profit des femmes en milieu rural au Bénin. Objectif, éclairer les politiques publiques d'octroi de microcrédits aux femmes des milieux ruraux du Bénin pour en faciliter le remboursement. En page magazine de cette édition, notre rédaction vous amène à la découverte de certaines constructions de type particulier. Il s'agit des cases dans lesquelles repose chacun des rois qui se sont succédés au trône du royaume de Dahomey. Autrefois construites avec des pailles, elles sont aujourd'hui réalisées en matériaux définitifs et sont appelées djero. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous suivre. Pour commencer, Patrice Talon va succéder à lui-même. Son duo président-vice-président l'emporte au thème des consultations électorales du 11 avril dernier. Le verdict est tombé dans l'après-midi d'hier mercredi à Cotonou et c'est une décision de la Cour constitutionnelle présentée ici par son président. Je vous invite donc à suivre un extrait de cette décision. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'au terme de l'article 49, alinéa 1 à 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Djabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution,
Le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3 alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. Ont signé Mme Cécile Marie-Josée de Dravo Zinoukoui, M. Razaki Amounda Issifou, André Katari, Fassassi Mustafa, Sylvain Mouati, Rigobert Azon et Joseph Djobé. L'audience est levée. Autre chose à présent, avec une forte délégation du parti Bloc républicain conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchane et des députés qui étaient à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, le parti est allé présenter sa compassion aux soldats blessés au cours des violences survenues dans la période préélectorale. La délégation en a profité pour leur apporter le soutien des membres du parti Bloc républicain. Le compte-rendu est signé Clément Achadé et Henri Ganti. La situation des soldats blessés lors des violences préélectorales préoccupe le parti Bloc républicain. Ce mardi, une forte délégation du parti du Cheval Gagnant est ici à l'hôpital d'instruction des armées pour présenter les compassions du parti Bloc républicain à ses militaires. Occasion pour le ministre d'État accompagné des députés et autres responsables du parti d'échanger directement avec ces soldats qui reçoivent ici des soins nécessaires. Salle par salle, la délégation du parti a apporté son soutien à ces soldats qui ont bravement défendu la République. Nous sommes ici cet après-midi, mes amis du Bloc républicain et moi, pour voir les soldats blessés, leur exprimer la compassion de tous les membres du parti et surtout leur souhaiter prendre guérison après ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils viennent de traverser. Et ce que nous avons vu atteste vraiment de la gravité de ce qu'ils ont subi. Exprimer le soutien du parti à toute l'armée et nos encouragements et notre soutien au personnel soignant de cet hôpital qui s'occupe si bien d'eux. Au nom des membres du Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchane et sa délégation ont promis suivre de près l'évolution des soins de ces soldats ayant loyalement servi la nation. Le leader du parti du Cheval Gagnant affirme que la justice fera son travail conformément aux dispositions légales pour que les auteurs de ces événements soient identifiés et punis. C'est une occasion pour nous parce que nous avons eu à l'intérieur de nos partis certaines personnes, certaines personnalités qui ont été atteintes dans leur chair par les événements qui se sont passés, les incidents qui se sont passés. Et c'est important que nous prenions les dispositions pour que cela ne se répète pas dans notre pays. Pour que les débats politiques, les discussions, parfois les disputes politiques n'atteignent pas ce degré de violence. Nous espérons que les personnes les plus intéressées par la suite de ces événements
notamment la police, notamment la justice, feront ce qu'il faut pour identifier ceux qui ont participé à ces violences-là et leurs commanditaires, bien sûr, et prendre les dispositions pour que cela ne se répète plus. Le bloc républicain compte revenir le plus tôt possible pour réitérer son soutien à ces soldats considérés comme des héros. Le parti entend par ailleurs jouer sa partition pour que de pareils événements ne se reproduisent jamais au Bénin. Direction le marché d'Antokba maintenant, quelques jours après l'incendie survenu au marché d'Antokba, bien entendu, le ministre Alassane Seydou est allé sur les lieux, accompagné d'une forte délégation. Il a rassuré les sinistrés sur les mesures urgentes qui seront bientôt prises par le gouvernement face à cette situation déplorable. Le point de la descente du ministre au marché d'Antokba dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Ulrich Gaba. Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale au marché d'Antokba à Cotonou. L'autorité est allée constater les dégâts enregistrés lors de l'incendie du 4 avril dernier qui a tout ravagé sur son passage. En sa qualité de ministre de tutelle, il apporte ainsi le soutien du gouvernement aux sinistrés. J'ai tenu à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur apporter aussi le soutien du gouvernement. La démarche de l'État envers ces personnes affectées est salutaire. En témoignent les propos de remerciement des bonnes dames du marché à l'endroit du ministre Alassane Seydou. Le dossier tient à cœur au gouvernement et des mesures urgentes seront très bientôt prises pour soulager les peines des sinistrés, rassure l'autorité. Le message qui nous a amené, c'est que le président de la République, qui est en train de faire tout, nous a promis de nous aider. Comme c'était passé, pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et le Saint-Esprit leur inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. En attendant de voir les choses s'améliorer de leur côté pour la reprise de leurs différentes activités, l'autorité convie les sinistrés au calme et à la sérénité pour l'atteinte des objectifs. Loin du marché d'Antokba maintenant, on s'intéresse à la cérémonie de signature de contrat entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX et le groupe international Agricor. C'est un investissement progressif sur 10 000 hectares dans le domaine du riz et la transformation du riz béninois et plusieurs autres produits agricoles locaux. Évalué à plus de 13 millions d'euros, ce projet va impacter plus de 10 000 personnes en termes d'emploi. Au reportage. C'est l'avenir du riz béninois et de plusieurs autres filières agricoles qui est ici scellé par la présente signature d'un protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX et le groupe international Agricop. Spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole, Agri-Resources Group pose ses valises au Bénin et annonce déjà les couleurs de ses activités. La première sur laquelle nous souhaitons nous positionner est évidemment la filière du riz. Il y a un environnement au Bénin pour accompagner cette filière qui séduit tout investisseur. Nous allons identifier les meilleures zones pour pouvoir développer jusqu'à 10 000 hectares à terme. Vous avez vu que nous disposons déjà d'une base d'actifs d'à peu près 82 000 hectares. Nous souhaitons avoir un impact fort sur la contribution à cette chaîne de valeur. Et nous allons le faire progressivement, méthodiquement et enfin en impliquant dans l'ensemble de ces processus les équipes sur place. Ce projet grandeur nature facilité par l'APIEX répond aux objectifs du programme d'action du gouvernement qui allie production, diversification et transformation des produits agricoles avec un point d'honneur sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des opportunités d'emploi. Ils vont travailler d'abord avec les producteurs locaux de riz et ils vont avoir également leur propre production leur permettant d'optimiser en fait le fonctionnement en fait de leur unité de production. Ça, c'est dans le domaine du riz. Dans le domaine des fruits et légumes, Agricop va créer des unités de transformation de fruits et de légumes dans la zone économique spéciale. Et ça, c'est très important pour le pays parce que beaucoup d'emplois sont en jeu. Au lieu d'exporter les emplois à l'extérieur en exportant des produits bruts, nous allons les transformer sur place. Ça va nous permettre en fait de créer de la valeur, beaucoup de valeur ajoutée, de créer des emplois pour nos jeunes,
aujourd'hui. Et donc, ce que va faire Agricorp, pour nous, est très intéressant parce que dans le domaine en fait, de développement agro-industriel, c'est un acteur important. Grâce à ce projet, le Bénin va sensiblement réduire sa dépendance vis-à-vis du riz importé. Mieux, il pourra transformer son propre riz selon les normes internationales afin de le vendre sur le marché mondial. L'Union européenne s'engage à financer le projet Soutenir l'entreprise. C'est une initiative conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de la plateforme des entreprises européennes basée à Cotonou. Le projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises. Compte rendu Nagui Balagbe et Deroupevi. Voici l'acte qui consacre l'entrée de plein pied dans la phase de mise en œuvre du projet Soutenir l'entreprise. Il a consisté en la signature d'un contrat de subvention de l'Union européenne pour l'opérationnalisation du dit projet, lequel est inspiré et porté conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et Eurocham en tant que creuset de la communauté des entreprises européennes basée au Bénin. Cette signature de contrat de subvention témoigne de l'engagement du gouvernement à travers le ministre de l'Économie et des Finances à accompagner les initiatives réelles d'impact sur le secteur privé. Nous avons souhaité créer ce projet afin de soutenir les entreprises béninoises à travers la certification et la plateforme qualité qui était déjà mise en place par la CCI du Bénin, mais qu'on va pérenniser. Et on a choisi 2 volets supplémentaires qui sont le rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise afin d'orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Le dernier volet concerne la formation professionnelle afin de valoriser des corps de métier qui ont besoin d'appui au niveau de la formation technique, mais aussi de la formalisation de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va faire à travers ce projet. Le projet se veut, dès lors, la résultante d'une vision clairement exprimée par le gouvernement du Bénin et soutenue par l'Union européenne pour faire du secteur privé un partenaire stratégique en vue de la transformation structurelle de l'économie en général. À l'issue donc d'un dialogue structuré entre les différents acteurs, c'est-à-dire Eurocham, CCIB, l'Union européenne et l'UTFED qui représente le ministère de l'Économie et des Finances, il a donc été dégagé des ressources sur le programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement à hauteur de plus de 579 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative et assurer qu'elle soit effectivement opérationnelle. Un secteur privé dynamique et compétitif revêt d'une importance cruciale pour le développement économique d'un pays. C'est dans cet objectif que les projets Soutenir l'entreprise essaient de contribuer à stimuler la création de nouvelles opportunités d'affaires et d'améliorer les compétences des entreprises en vue d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi afin de favoriser une croissance inclusive et durable. Soutenir l'entreprise va permettre à moyen terme la création de nouvelles opportunités d'affaires, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, de même qu'elle pourra favoriser une croissance inclusive et durable. Je l'annonçais au début de ce journal, atelier de dissémination sur l'accès au financement des opportunités d'emploi productifs au profit des femmes en milieu rural au Bénin. Objectif, éclairer les politiques publiques d'octroi de microcrédits aux femmes des milieux ruraux du Bénin pour en faciliter le remboursement. Précision. L'étude aura pris 2 ans, 48 mois au cours desquels les chercheurs béninois se sont penchés sur les causes possibles du non-remboursement des crédits octroyés aux femmes rurales pour des activités censées générer des revenus. Oui, il faudrait peut-être dans l'octroi des crédits pour les femmes, il faudrait que les autorités essaient de revoir les critères. Il y a certains critères qu'il faudrait revoir par rapport à l'âge des femmes, par rapport à l'éducation ou par rapport au type d'activité génératrice de revenus. Les femmes qui ont un âge au moins 29 ans, éduquées, qui ont un niveau d'éducation primaire, au moins un niveau d'éducation primaire, on a constaté que lorsqu'on a comparé les marges bénéficiaires, on a constaté que ces types d'entreprises qui sont gérées par ces différentes femmes-là sont plus bénéfiques. C'est-à-dire quand on fait la comparaison entre le microcrédit, parce que c'est toujours le but, on fait la comparaison entre le microcrédit non formel et le microcrédit formel. Accès au financement pour des opportunités d'emploi productifs
pour les femmes en milieu rural au Bénin. L'étude réalisée par des universitaires béninois sur financement de Partnership for Economic Policy vise à éclairer les politiques publiques d'octroi de microcrédits aux femmes des milieux ruraux du Bénin. La recherche soutenue par PEP vise à promouvoir des solutions de politique contextualisées pour les enjeux de développement émergents. Ces actions contribuent donc à éclairer les débats nationaux et internationaux liés à la politique économique, à la pauvreté, au genre, au développement durable, pour ne citer que cela. La présentation des résultats de recherche a été précédée d'une communication qui met en relief les axes d'intervention du microcrédit à l'AFIA, ses caractéristiques, le point de mise en œuvre à cette date, de même que l'approche qui privilégie la méthode du faire-faire. Entre financement formel et non formel, les évidences notées appellent à une plus grande flexibilité du pouvoir public. Quand nous parlons de flexibilité, peut-être qu'il faut revoir le taux de crédit peut-être à la baisse, ou bien essayer de voir si c'est possible pour ceux qui n'ont pas de garantie, peut-être qu'ils n'ont pas de terrain, de trouver un autre moyen. Ça, c'est un exemple de flexibilité dont je parle, oui. Merci. L'atelier de dissémination s'achève sur une note de satisfaction des chercheurs locaux, dont les efforts contribueront sans doute à éclairer le ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans l'orientation à donner aux débats nationaux en matière de microcrédit. Toute chose souhaitée par le gouvernement qui travaille déjà à un fort taux de remboursement des crédits octroyés aux femmes en général et plus encore aux entrepreneurs ruraux. Et dans quelques semaines maintenant, les candidats aux divers examens de fin d'année vont composer. Pour l'heure, c'est la révision dans la plupart des écoles. Le programme scolaire est déjà presque achevé dans plusieurs établissements. Les enseignants s'attellent à améliorer la capacité de rendement des apprenants à travers des séances d'exercice et des examens blancs. Une équipe de notre rédaction a sillonné plusieurs établissements de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour constater le niveau des préparatifs. Voici le reportage de Uri Gaba et Moufid Sabo. C'est la dernière ligne droite dans les établissements et complexes scolaires du Bénin. Dans la plupart des écoles publiques et privées, le programme établi pour l'année académique 2020-2021 est déjà bouclé. L'heure est à la révision pour aider les candidats à divers examens de fin d'année à mieux se préparer pour affronter les épreuves nationales. Déjà, à notre niveau, les matières dans lesquelles les enfants ont terminé le programme, les professeurs ont déjà commencé par utiliser leur banque d'épreuves, des anciens examens et aussi des évaluations des autres collèges. On les prend collectivement, mais individuellement aussi pour voir leur tas, parce qu'il y a différents examens blancs qu'on organise. Et chaque école le fait. Au niveau de l'UP, nous le faisons aussi pour voir dans quelles conditions on peut aider les enfants qui n'arrivent pas à réussir. Aujourd'hui, on a constaté que les enfants n'apprennent plus comme cela se doit les leçons. Donc, à travers les séances de révision, en traitant les épreuves, ils arrivent à mieux assimiler un peu les notions enseignées en classe. L'école et la maison doivent se donner la main. Si le travail qui est fait à l'école n'est pas suivi à la maison, forcément, le résultat ne sera pas bon. Les parents n'ont qu'à venir de temps en temps aussi voir si les enfants sont réguliers à l'école, voir si régulièrement, s'ils suivent les cours, vraiment, ça nous ferait plaisir. C'est une période sensible pour apprenants, enseignants et parents d'élèves. Tout le monde est focalisé réussite, la pression monte à tous les niveaux, le stress s'invite chez certains. Et pourtant, c'est le moment d'harmoniser le programme d'études en tenant compte de l'aération du cerveau de l'apprenant. On doit veiller également à leur santé. Et donc, pour qu'ils soient bien portants, pour mieux rendre. Donc, ça sont les aspects que souvent, nous ne négligeons pas. D'autant plus que les enfants, sur un rythme qui n'est pas habituel. Donc, il leur faut nécessairement, il faut que les parents essayent de voir leur santé. Quand les enfants ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas suivre ce que nous faisons actuellement. Donc, ça fait un. De deux, il faut que les parents suivent de près ce que les enfants font actuellement. Parce que
beaucoup se livrent à certains jeux. On tombe souvent sur des enfants qui ont des difficultés qui ne sont pas d'ordre intellectuel. On a par exemple des enfants qui mangent presque pas, qui ne mangent pas à leur faim par exemple. Un enfant avec un ventre creux, c'est difficile de lui demander de réussir tout ce qu'on attend de lui. Comment l'enfant est nourri? La sous-nutrition peut empêcher l'enfant de déceler. Mais la surnutrition aussi, la suralimentation aussi. Et parmi les autres besoins, il y a le repos, il y a le sommeil. Cette période de révision, qui constitue le tremplin pour les épreuves nationales, est aussi le lieu de prodiguer de sages conseils aux apprenants et aux parents. La veille sanitaire et les besoins vitaux doivent être pris en compte pour aider les apprenants à mieux assimiler les notions acquises en vue d'un bon rendement. L'apprenant ne doit pas tout le temps être collé à son cahier sans pour autant avoir un temps de loisir, parce que le cerveau, jusqu'à un moment, à des moments donnés, a besoin d'être aéré par des loisirs sains. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est un planning. Un planning pour pouvoir gérer le temps qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour apprendre, un temps pour faire ses travaux domestiques, un temps pour le jeu, tout ça là de façon synchronique avec l'emploi du temps de l'école. C'est avec impatience que les apprenants attendent le jour de composition, mais ils vont devoir encore attendre pour finir l'année scolaire avec tous les examens blancs prévus afin de s'auto-évaluer. Pour plusieurs écoles, c'est le moment de préparer le bon taux de réussite et les meilleures mentions. Le Bénin va célébrer le 25 avril prochain la 14e journée de lutte contre le paludisme. En croisade contre le fléau depuis plusieurs années déjà, le gouvernement béninois a développé plusieurs stratégies pour réduire les cas de paludisme. Quel bilan peut-on faire de ce combat en cette période de célébration? Élément de réponse dans ce reportage. À quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, s'active pour honorer ce rendez-vous de sensibilisation sur les causes, les signes, le traitement et la prévention du paludisme. C'est pour marquer la lutte que nous menons face à ce fléau. L'humanité a décidé de retenir une date. Nous profitons souvent de cette journée-là pour intensifier la sensibilisation et sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette 14e édition, les manifestations se déroulent autour de 3 axes majeurs et c'est la commune d'Avrancourt qui va abriter les activités officielles de la journée au plan national dont le thème est « Zéro paludisme, un trait sur le paludisme ». Nous voulons célébrer cette journée dans la zone sanitaire à Djara, à Avrancourt, à Promissété. À cet effet, il est prévu de faire un plaidoyer auprès des élus communaux pour l'implication effective dans les activités de lutte contre le paludisme. Il y a les symposiums, il y a les tables rondes, il y a les campagnes de salubrité que nous allons faire à l'ADI. Au regard des conséquences fâcheuses du paludisme et dans le but d'épargner la population en général, et en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, considérées comme les personnes les plus vulnérables, le Bénin en croisade contre cette maladie depuis plusieurs années déjà s'est doté de plusieurs stratégies de défense contre le fléau. Mais où en est-on actuellement dans ce combat? Oui, tout ce que nous avons mis en place au niveau national ont permis d'avoir quelques résultats en termes d'amélioration. Si je prends l'incidence du paludisme dans les formations sanitaires, nous avons constaté qu'en 2018, on était à 18,8%. En 2019, on est passé à 20,8%. Et en 2020, ça a descendu un peu à 17,6%. Chez les enfants, c'est le même comportement de chiffres. Ça veut dire qu'au niveau du système, les aptitudes et les pratiques des agents de santé ont changé positivement dans la prise en charge du paludisme, conformément à la politique nationale de lutte contre le paludisme. Et le gouvernement
a pris l'engagement, accompagné des différents partenaires, de mettre à disposition de toute la population des moustiquaires tous les 3 ans. En dehors de cela, nous avons des actions de prévention par les médicaments. En attendant la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la coordonnatrice du programme national prodigue quelques conseils aux populations en cette période de recrudescence de la maladie. Nous abordons de plein pied la saison des pluies. La saison des pluies étant une saison de forte transmission, les conseils que nous avons à donner à la population, c'est déjà de dormir sous moustiquaire, imprégné d'insecticides à longue durée. En dehors de ça, il faut éviter également que les moustiques émergent. Et pour cela, il faut détruire les gîtes autour des maisons, les gîtes lavaires. Donc, les endroits qui assurent le développement des moustiques, il faut les détruire. C'est des petites boîtes remplies d'eau, des pneus, des petits trous où peut y avoir de l'eau stagnante. Donc il faut essayer de les détruire pour éviter qu'il y ait plus de moustiques qui n'émergent. En page magazine, comme annoncé au début de ce journal, à présent, notre rédaction vous invite à la découvrir. Certaines constructions de type particulier, vous allez le voir. Il s'agit des cases dans lesquelles repose chacun des rois qui se sont succédés au trône du royaume de Dahomey. Autrefois construites avec des pailles, elles sont aujourd'hui réalisées en matériaux définitifs et sont appelées Djero. C'est un magazine signé Imet Hélène Amoussou. Des toitures coniques qui recouvrent des murs de forme géométrique ronde, une douzaine environ, ces constructions réalisées avec des matériaux particuliers sont appelées djero, en langue locale fond. Dans chacune d'elles repose un des souverains qui se sont succédés au trône du royaume de Dahomey. Les cases que vous avez vues là, ça constitue le mausolée de chaque roi. À partir du roi Gankhessou, Dako, Huidbadja, Akaba, Akadia, Tegbessou, Pengla, Gonglo, Gizo, Glele. C'est les 10 là qui sont ici. Le roi Béanzin, vous savez qu'il a rendu là à l'étranger. Ces restes sont ramenés ici en 1928 et enterré à Djimé. Agbolagbo, lui, après avoir quitté le Gabon, il est rentré dans son palais privé avec Pendo, où il est resté là jusqu'en 1940, quand il a rendu l'âme. Donc il est enterré dans son palais privé à Berodo. Ces cases sont érigées sur une portion d'un domaine vaste de plusieurs dizaines d'hectares. L'espace est sacré et fait partie du domaine du palais de Kana, base arrière du royaume de Dahomey. Il est situé sur le territoire de Zobodome. Les Blancs ont fini par constater que les vraies choses du royaume de Dahomey, c'est à Kana. Kana constitue le socle du royaume de Dahomey. Et ils ont dit que Kana est la ville sainte du royaume de Dahomey. Selon Daa Langanfin, roi de Kana, l'existence de ces cases remonte au règne du roi Gezo. Après son accession au trône, le souverain fait une remarque pertinente. Stratège et homme de vision, il décide de consacrer un lieu qui va accueillir tous les rois de Dahomey lorsque viendra pour ces derniers l'heure du repos éternel. Il choisit Kana et ce site qu'il dénomme Megbomé. En plus des rois, reposent également ici quelques reines-mères. Les deux que vous avez vus un peu en retrait, c'est les reines-mères. Il y a une où se trouve la mère du roi Glele et une où se trouve la mère du roi Gonglo. Ce que vous avez vu ici, c'est le roi Gezo qui a initié ça. Et quand il est arrivé au trône, il a construit ce palais Banyamé en 1820 parce que le roi était enterré dans leur palais privé à Kana. Et a imaginé que, bon, avec le temps, les tombes vont disparaître. Il a commencé par les rappeler dans ce cimetière-là où il a dénommé Megbomé. Pour entretenir et veiller sur ce lieu sacré,
Le souverain a désigné par canton un homme et une femme. Ces derniers sont chargés de maintenir propre et surtout restaurer les cases dès que l'une d'entre elles est en décrépitude. Avec le temps, les Langanfin, descendants du roi Glélé, ont pris la relève. Les mausolées ont alors été réfectionnés et remis dans leur état de référence actuel. Gezo, ouais, ça, nous dadale. Bon, yé, quoi, yé, ton fiene. Bon, ça, son dokpo, yon dokpo, bon, ponta, len. Bon, hard et blio, il en a des pas au sé. Moi, no, iblodo. Yé, kama, bleu, kaka, waje, bedo, nous, conquenoi. Vimi, ton yé, bon, c'est ségan. Ben, il a été dans Langanfin. Gele les vieux, yé, de wa blazo, dobi. Bon, de pas qu'on sait quoi, même, il trouve un tien, cabre, et non, gros, viton yé. Plus d'un siècle après, l'entretien de ce trésor constitue un véritable casse-tête. Assuré par Dan Langanfin qui s'en occupe à ses propres frais, les travaux sont onéreux. Le tourisme, qui aurait pu aider à sauvegarder et contribuer à préserver les vestiges, n'a pas eu un écho favorable auprès des différents acteurs de la chaîne du tourisme sollicités. L'entretien, c'est très, très difficile parce que à partir de la commune même, les maires ne prennent pas importance à l'histoire, ils ne prennent pas l'importance au tourisme, ils ne prennent pas l'importance aux choses historiques qui sont sur le territoire du Canada. Ici, par exemple, j'ai 8 grands palais des rois. Ici, là où vous voyez, c'est sur propre fond. C'est mes amis de proximité, c'est quelques amis de l'extérieur que j'ai, qui m'aident pour pouvoir réaliser. Et les autorités, sincèrement, écoutent seulement les historiens bureaucrates qui sont dans les universités. Et puis, c'est ça. Si toi, tu n'as pas un bagage intellectuel sur le plan universitaire, c'est que on ne te connaît pas, on ne te reconnaît pas. Alors que c'est nous qui vivons au quotidien la chose. Et nous, on doit faire ça. Ah, je ne fais que leur dire de bien vouloir tenir l'histoire et réhabiliter les palais pour de plateaux d'Abomey en général et ceux de Canaan pour pouvoir animer le tourisme. Outre ces cases, d'autres joyaux culturels restent non valorisés sur le site du palais de Canaan. Excepté les acteurs du tourisme, toute personne ou structure pouvant aider à contribuer à sauvegarder ces héritages culturels sont la bienvenue. La valorisation de ces cases et autres infrastructures du site va revitaliser les lieux, mais pourrait aussi générer des bénéfices en vue d'un entretien convenable. Voilà donc qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Merci de rester fidèle donc à la suite de nos programmes sur Canal 3 Bénin.